Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique du troisième opus de Saw 3 donc. Comme d'habitude, je vais vous présenter le film dans un premier temps et ensuite je vais vous partager mon avis. Il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil avant de terminer sur la conclusion. Pour vous présenter le film, nous avons donc Saw 3 qui est donc toujours un film d'horreur thriller sorti en 2006. Donc encore une fois, il aura fallu que un an pour faire en fait complètement ce troisième opus. C'est toujours réalisé par Darren Lynn Bousman, donc c'est le même qui a fait Saw 2, je le rappelle encore une fois. Et ça a été écrit encore une fois par Leigh Whannell, sauf que Darren Lynn Bousman ne s'est apparemment pas occupé du scénario pour ce troisième opus, donc Leigh Whannell a été le seul au même titre que le premier. Au casting, nous avons toujours Tobin Bell pour Jigsaw, toujours Shawnee Smith pour Amanda. Ce sont les acteurs un peu récurrents de la saga. Donnie Wahlberg d'ailleurs qui fait une apparition, on peut envisager ça comme apparition plutôt. Donc c'est l'interprète de Eric Matthews dans le deuxième film. Et sinon les protagonistes principaux sont Jeff et Lynn qui sont interprétés donc par Angus McFadden pour Jeff qui a joué dans Saw 3, dans Saw 4 et surtout aussi apparemment dans Spartacus, dans Esprit criminel. J'avoue que moi à part les Saw, je les connais pas. Et Lynn qui est interprétée par Bahar Soumer. Je suis désolé pour ma mauvaise prononciation, hein, je m'en excuse platement. Elle est aussi connue pour Saw 3, Saw 4. Elle a joué aussi dans Mission Impossible 3 apparemment, donc j'ai hâte de la redécouvrir dans ce film là parce que je me le referai probablement un jour. Et sinon elle a aussi joué dans des séries, elle a joué dans 24 heures chrono et Les Experts notamment. Mais j'avoue que ces deux acteurs là, à part dans les Saw, je les connais pas plus que ça. Le budget cette fois-ci s'est développé à 10 millions de dollars, donc ils ont quand même pas mal mis le paquet et ça s'en ressent. Je vais bien évidemment en détailler beaucoup plus dans la partie critique. Et donc pour vous présenter rapidement le synopsis, je vous lis le synopsis de base de Wikipédia. Je pense qu'il a assez bien résumé le truc. J'avoue que moi j'avais un peu de mal à le rédiger cette fois-ci parce que là c'était un petit peu plus compliqué. D'ailleurs c'est un point que je vais ramener dans ma partie critique. Jigsaw a mystérieusement échappé à ceux qui pensaient le détenir. Tandis que la police se démène pour lui remettre la main dessus, le génie criminel décide de reprendre son épouvantable jeu avec l'aide de sa protégée Amanda. Le docteur Lynn Denlon et Jeff ne le savent pas encore, mais ils sont les nouveaux pions de la partie qui va commencer. Nous passons donc directement à la partie critique et comme d'habitude, nous allons nous attaquer dans un premier temps à une partie sans spoil. Bonjour, vous voulez jouer à un jeu? Donc pour commencer, je voulais commencer par des points négatifs apparemment. Le film est super long, hein, j'avoue qu'il dure 2 heures en fait, c'est le film le plus long de la saga Saw. Tous les films Saw généralement durent 1h30. Le deuxième plus long c'est le premier film qui lui dure 1h42. Mais bon c'est le premier film, il devait poser les bases également. Donc c'est peut-être pour ça que le temps est un peu plus long, il nécessitait un peu plus de développement. Par contre là il est vraiment beaucoup plus long parce qu'il dure 2 heures et malheureusement ça va impacter par rapport à un autre point que j'y reviendrai. Mais du coup oui, le film d'ailleurs il démarre relativement tard. En fait ils l'ont vraiment étiré en longueur et c'est pour ça que je le considère comme point négatif. Le film il démarre après plus de un quart d'heure de film réellement, je veux dire. Ça je pense que à mon avis c'est Leigh Whannell qui voulait un peu revenir à ses premiers amours et c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu trop injecté de ce qu'il voulait en fait tout simplement, alors qu'on aurait pu avoir beaucoup moins pour beaucoup mieux. Néanmoins l'histoire est quand même super intéressante, elle est très cohérente, encore qu'il y a des petits trucs qui peuvent paraître un peu illogiques, notamment par rapport au jeu, hein, je y reviendrai bien évidemment dans la partie avec spoil. Mais sinon l'histoire est globalement assez intéressante. Par contre ça on peut pas le nier, l'histoire est surchargée à mort. Il y a un élément qui est à mon avis de trop et c'est malheureusement à mon humble avis un ajout de Leigh Whannell. C'est Leigh Whannell qui a écrit tout le truc, mais je pense qu'il voulait vraiment se dépasser, peut-être qu'il voulait faire un truc encore mieux que Saw 2, encore plus grand peut-être, je sais pas. Ça a marché, on va dire oui, hein, on va dire que émotionnellement ça fonctionne, mais je dois avouer que au final ça a des impacts et pas forcément positifs. Donc malheureusement pour lui, là je pense que c'est vraiment la limite qu'il devait atteindre, parce que là si on dépassait la limite on rentrait dans le n'importe quoi et ça serait devenu une parodie de Saw en fait. Nous avons exactement le même schéma que dans le 2, c'est-à-dire qu'il y a
2 jeux en parallèle, ce qui fait que bien évidemment ça complexifie davantage le scénario, ça étoffe davantage les personnages, c'est une très très bonne chose. En termes de réal, pareil, c'est exactement comme dans le 2, la réalisation est très très propre, il y a des transitions qui sont un petit peu comme dans le 2, qui sont très bien faits. Il y a aussi quelques plans, j'y reviendrai aussi, je vais pas forcément faire une analyse filmique de tout le film, mais il y a quelques petits plans qui sont plutôt sympas que j'ai relevés, que j'ai beaucoup apprécié. Le montage comme le 2, il est très très propre aussi. Le sound design, la musique est au rendez-vous. Bref, on va dire que techniquement c'est exactement pareil que les 2 premiers, et j'ai envie de dire aussi malheureusement les points négatifs aussi, notamment le slow motion, hein. Il y a toujours ce fameux slow motion qui saccade. Autant dans le premier le budget était amoindri, c'était la première fois, etc. Ok, par contre le 3, là je commence à me poser des questions. Là on commence à passer à une étape en plus 10 millions de dollars. Je veux dire, il y a un moment donné, je sais pas si à l'époque le shutter speed était inconnu, peut-être que je sais pas, hein, peut-être que c'était un outil qui est apparu plus tard, mais il me semble pas. Bon là j'avoue que je parle un petit peu peut-être à tort, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si jamais, mais là ça commence à faire beaucoup, en plus avec pas mal de choses qui sont justement, c'est le point positif juste après. Je trouve ça dommage que ce soit gâché à la fois par donc le slow motion qui saccade, qui est, j'ai l'impression, une marque de fabrique dans ces films, et aussi malheureusement un plan, enfin quelques plans en réalité, mais où il y a un problème technique, j'ai l'impression, parce qu'il y a pas mal de grains. Autant dans Saw 2 il y avait quelques petits problèmes par rapport au flou, après ça aurait pu se justifier, hein, j'avais dit qu'il pouvait peut-être avoir une signification artistique, même si j'y crois pas trop, mais on peut encore lui laisser le bénéfice du doute. Par contre le grain, là je suis désolé, il y a un moment donné, c'est une mauvaise gestion de la lumière. Je peux vous montrer hein, de toute façon le plan maintenant, parce que ça spoil absolument rien, mais autant techniquement, on va dire dans 90% du film c'est très très beau, mais je dois avouer que quand ça arrive, ça pique un petit peu les yeux. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais exactement comme dans le 2, il a refait la même erreur, il a réutilisé la musique de fin. Peut-être que je pinaille, peut-être que c'est moi qui pinaille un petit peu pour rien. Avoir une musique aussi emblématique, je trouve que c'est plus impactant de l'utiliser une seule fois, d'utiliser un seul élément pour un tel événement spécifique, que de réutiliser la même chose en boucle. Je trouve que ça atténuerait un petit peu trop. Là pour le coup c'est un peu le cas, hein, ça atténue un petit peu le truc, donc c'est pour ça que je suis aussi intransigeant sur l'utilisation de cette musique là spécifiquement. Après s'il avait utilisé une variante, la même mélodie, c'est souvent ce qu'il fait d'ailleurs tout le long du film, il utilise la même mélodie, sauf que ce sont pas les mêmes instruments, c'est pas exactement les mêmes musiques, c'est pas exactement la même énergie. Il peut utiliser un truc comme ça similaire, ça me dérange absolument pas, juste utiliser exactement la même musique, je trouve ça vraiment dommage. Et on attaque au plus gros point positif, qui est pour moi une réussite à 100%, ce sont les effets spéciaux. C'est exactement comme dans le 2, c'est gore, mais c'est encore plus gore car on sent un souci du détail. Les effets spéciaux sont très très proches du réalisme. En fait c'est tellement réaliste que limite, c'est pour ça en fait qu'on le qualifie de torture porn, parce que c'est tellement réaliste qu'on y croit à 100%. Il y a très très peu d'effets 3D, quand il y en a bien évidemment ça se voit. En même temps le film il date d'il y a plus de 15 ans, mais c'est extrêmement léger. La majorité c'est souvent par rapport, bon d'une part il y a les accessoires, ça comme avec la machinerie des pièges etc, c'est exactement comme dans les 2 premiers. C'est vrai que je l'ai jamais relevé, mais bien évidemment que c'est absolument magnifique, c'est extrêmement bien ficelé. Mais par contre là on passe à un tout autre niveau avec le maquillage, parce que c'est ce que je disais, il y a un souci du détail qui est tellement proche du réalisme qu'on croirait vraiment que ça a été fait comme ça. On dirait qu'il y a vraiment eu telle opération qui a été faite. C'est absolument magnifique, dégueulasse certes, mais magnifique quand même. Et la scène finale qui, comme dans tous les sauts, assemble toutes les pièces du puzzle. C'est un peu une marque de fabrique, hein, donc je pense que ça va être un petit peu tout le temps. Par contre, je ne peux bien évidemment pas le détailler dans cette partie-là, va falloir aller dans la partie avec spoil, mais j'avoue qu'ils surenchérissent un petit peu trop. Ça rend en fait un poil too much selon moi. C'est un peu le problème aussi que j'ai avec ce film. Il y a pas mal de problèmes, et malheureusement le fait qu'ils veuillent en fait à ce point se surpasser, bah, le problème c'est que ça impacte le film, et je suis assez déçu à ce niveau-là, je dois l'admettre. Bonjour, vous voulez jouer à un jeu? Nous passons donc maintenant à la partie avec spoil. Donc à partir de maintenant je vais spoiler comme un gros sac. Et nous commençons d'entrée encore une fois avec un point négatif. C'est une petite incohérence potentielle par rapport au premier film. C'est la fameuse scie qu'Adam avait utilisée. En gros tu as Eric Matthews qui prend la scie d'Adam. J'ai trouvé un peu bizarre que la scie elle était pas pétée, alors que Adam quand il l'avait utilisée, on voyait que il avait pété la scie quand il avait essayé de scier ses chaînes. Et il avait pété la scie, et là j'ai trouvé bizarre
contraire que la scie n'était pas pétée, c'était assez déroutant en fait. Par contre, pour repasser directement dans les points positifs, on est à peine à 6 minutes de film, c'était littéralement la deuxième scène et on voit qu'il y a du sang dans tous les coins. T'as des mains, t'as des pieds, t'as des organes de partout. On est clairement dans l'horreur à l'état brut et c'est ultra jouissif. Par rapport au début du film, on voit un petit peu comme dans le premier, tous les jeux, enfin quelques jeux plutôt sur base de flashback. Donc on ressent que Leigh Whannell voulait revenir à ses premiers amours, sauf que ça rallonge pour moi inutilement la durée de vie. Pour moi, il y a un élément qui est en trop et le problème c'est que ça, clairement, cette scène-là, enfin même pas là, cette scène, ces scènes-là sont de trop. C'est très bien fait, c'est très bien réalisé. On fait la présentation de l'imitatrice, d'ailleurs c'était justement le point suivant. On fait la présentation donc de l'imitatrice, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long pour pas grand chose. Je pense que cette partie-là aurait vraiment pu être retirée et ça n'aurait absolument, enfin si, ça aurait changé forcément l'impact du truc, mais je pense que ça aurait pu être tourné autrement. Pour parler donc de la réal, j'ai beaucoup aimé, c'était une transition qu'on avait déjà vue dans le 2, mais il l'a un petit peu refait plusieurs fois, j'ai pas tout mis bien évidemment, mais la fameuse transition où t'as le jeu qui est posé et où au final on passe donc des enjeux qui ont été mis au résultat. C'était une bombe. J'ai trouvé que c'était vachement pertinent. C'est dynamique et en plus, ça s'agence parfaitement bien. En termes de rythme, c'est top. Aussi, la musique, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais la musique est absolument masterclass. C'est pour ça que ça me fait à ce point chier quand on réutilise la musique des révélations, parce que le compositeur est tellement doué qu'il pourrait créer d'autres trucs et je suis sûr que ça enverrait exactement le même truc. Je vous passe le passage où tu as l'une des musiques qui m'avait pas mal marqué et je suis sûr que vous allez être comme des oufs. Franchement, la musique, elle claque sa mère et le fait qu'il réutilise parfois la même musique, j'avoue que ça me fait chier. Quand on voit surtout de quoi il est capable. J'ai beaucoup aimé aussi la logique que le personnage de la flic avait quand elle est venue à la déduction que c'était une imitatrice, où elle disait en fait que la porte était soudée et que donc il pouvait pas sortir, alors que normalement c'est pas vraiment le mode opératoire du vrai tueur au puzzle. J'ai beaucoup apprécié justement cette logique là. J'ai aussi beaucoup aimé une autre transition, notamment celle, donc c'est Allison en fait, la flic, c'est celle qui recherche Matthews en fait, hein. C'est celle qu'on avait vue dans le deuxième film et même dans le premier on le voyait. Elle était en train donc de regarder la vidéo du tueur au puzzle et à un moment donné donc le truc se coupe et elle voit qu'elle se fait filmer. J'avoue que ça montait en suspense, ça montait en tension, c'était extrêmement bien géré également. Et ensuite, forcément, elle se dirige vers l'endroit où il y a la caméra. Sauf que c'était un piège, c'était pour l'attirer. Le tueur au puzzle, en fait, était de l'autre côté. Et forcément... il la kidnappe hein, tout simplement, et j'ai beaucoup apprécié en fait le fait qu'on ne voit pas directement la scène se mettre, mais plus que la cassette, enfin ce que la caméra plutôt avait filmé. En fait on voyait un enregistrement alors que le truc était juste à côté. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant également. Un plan également que j'ai beaucoup apprécié, c'est le plan juste après en fait, où on voit Allison qui est donc prise au piège et où elle est en train de se réveiller, enfin elle est un peu endormie, elle va se réveiller justement. Son visage était caché par le bocal en fait, qui était un bocal rempli d'acide. En atteste donc l'objet qui est tombé, donc on apprendra par la suite que c'est une clé et elle se dissout, donc il n'y a plus de doute possible sur le contenu de ce bocal. Et en fait j'ai beaucoup apprécié ce plan parce que on voyait pas justement le visage de Allison et même son visage était un petit peu déformé, ce qui laissait présager ce qu'il allait arriver. Et forcément ce qui devait arriver arriva. C'était extrêmement bien composé. Ensuite, exactement comme dans le 2, tu as deux histoires en parallèle, celui de Jeff et celui de Lynn, que j'ai trouvé d'ailleurs très touchant, leur relation etc, chacun de leur côté. Et ensuite avec la révélation finale où on apprend que en fait c'est eux qui sont mari et femme, vraiment j'étais complètement sur le cul. Par contre le point que j'ai pas aimé, c'est la troisième histoire en parallèle en fait, c'est celle d'Amanda. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment de trop, parce que développer un troisième personnage en plus, le fait de sa jalousie, le fait que ce soit une meurtrière et que donc elle n'est pas digne de l'héritage du tueur au puzzle, c'était intéressant, je dis pas c'était super intéressant
intéressant. D'ailleurs, ça a été même très bien agencé par rapport au dénouement final, la deuxième scène. Encore une fois, j'y reviendrai un petit peu à la fin de la critique. Mais j'ai trouvé que vraiment c'était de trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film est aussi long. C'est parce que ça, forcément, ça tire en longueur. Ça surenchérit sur les éléments à ajouter. Et pour moi, c'est pas spécialement une bonne chose. L'intérêt des deux premiers sauts, c'est que malgré que l'histoire soit mélangée, pourtant brouillée, ça n'enlève rien à la simplicité du scénario. Alors que là, non seulement le scénario est agencé, donc comme d'habitude, sous forme de puzzle. Donc c'est à toi de mettre toutes les pièces à l'endroit. Mais en plus, ils ont rajouté tellement d'infos qu'au final, ils complexifient un peu inutilement le scénario. Franchement, imagine le film uniquement avec Jeff et Lynn, le film il marche totalement. Alors il sera moins impactant par rapport à Amanda et tout, on est bien d'accord là-dessus. Sauf que ça aurait fonctionné exactement pareil. Il aurait fallu bien sûr le réadapter. Je dis pas que ça aurait été exactement le même film, bien sûr que non, mais ça aurait suffi à lui-même et je suis persuadé que ça aurait été exactement comme le deuxième saut. Et un autre plan aussi qui était super intéressant, c'était quand on voyait Jeff qui était en train de s'entraîner en fait devant le miroir à tirer sur... Enfin, il tirait pas en fait, mais il pointait son arme en fait vers le miroir. Donc nous, on voyait le reflet de Jeff quand il avait l'arme à la main. Et quand la caméra tourne vers donc le vrai Jeff, hein, donc plus vers le miroir, il baisse son arme. Et j'ai trouvé en fait que c'était super intéressant parce que artistiquement, ça avait un réel sens. On voyait en fait le reflet, donc le lui profond, si tu veux, le vrai soi de Jeff, les émotions qui l'enfuyaient profondément en lui, bah en fait il les montrait via le reflet. Et quand on passait sur le vrai lui, bah là on voyait un homme frustré et triste. Et j'ai trouvé ça ultra puissant. Puis on passe sur un petit point négatif, c'est le premier jeu en fait, juste après en fait avec la chambre froide. Quand Jeff sort de cette fameuse chambre froide, j'ai trouvé un peu bizarre qu'il n'avait rien en fait. Il avait pas de neige, il avait pas de givre un petit peu ou quoi. On dirait qu'il était déjà tout sec alors que c'était censé être encore une fois une chambre froide. Alors lui il avait pas reçu d'eau ou quoi ou qu'est-ce, on est bien d'accord là-dessus. Mais vu la vitesse à laquelle la femme est morte, je pense qu'il fait quand même vachement froid. Et quand il fait aussi froid, normalement tes mains sont un petit peu bleues un minimum. Enfin il se passe quand même des trucs hein. Là on aurait dit qu'il venait de sortir de son salon. Donc j'ai trouvé ça quand même un petit peu bizarre. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, et ça fait bien évidemment écho à la mythologie de Saw, c'est là où on commence vraiment à rentrer dans la légende de Saw. C'est avec des petits trucs comme ça où t'as une ligne de dialogue où tu as en fait Amanda qui dit: tu serais surprise de ce qui peut réussir à sauver une vie. Et elle ramasse en fait directement après le casque. J'ai trouvé que c'était ultra puissant parce que bien évidemment elle était un petit peu morte à l'intérieur, et c'est le fait qu'elle s'est fait tester donc dans le premier saut où elle s'est fait tester où au final elle a un petit peu rené de ses cendres. Et donc cette phrase là était admirablement bien choisie. De manière générale en fait les personnages ont été très bien développés, peut-être même mieux que dans le deuxième saut, parce que là pour le coup tu as pas mal de personnages certes, mais là ils sont quand même un poil plus développés. Bon après voilà, on parle des deux personnages principaux donc forcément le film est censé être centré sur eux. Tu as donc la partie où tu as Jeff qui doit brûler donc les objets de son fils pour sauver une vie, et on ressentait toute la peine qu'il avait émotionnellement, ça marche du tonnerre et j'ai adoré ça. Ce qui enchaîne directement avec notre perception que nous on a également du meurtrier. En fait on ressent exactement ce que le personnage de Jeff ressent, et du coup lui sa vision évolue avec le temps. Le meurtrier est présenté vraiment comme une personne abjecte etc. Nous c'est un peu l'image mentale qu'on se fait également du gars. Dans votre tête, il est le chiffre, le symbole du changement de votre vie. Il est le symbole de la mort. Et moi, je vous le présente en tant que simple être humain. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'était totalement un accident et que le mec, en réalité, mais il culpabilise de ouf. La vie de cet homme a aussi basculé le jour où votre fils est mort. Ce jour où il a commis une terrible erreur. Et quand Jeff s'en rend compte, bah nous on s'en rend compte pas en même temps, mais on le voit, on le découvre en même temps. Et du coup notre perception évolue complètement en même temps que celui de Jeff. Arrêtez le mécanisme! Je lui pardonne! Je lui pardonne! Je trouvais ça justement ultra intéressant parce que bien évidemment ça nous rapprochait énormément du personnage central qui est Jeff. Un autre point que j'ai trouvé un peu bizarre, c'était le combat entre guillemets, avec des grands guillemets si on peut qualifier cette combat, entre Amanda et Lynn. Parce que normalement t'étais censé avoir un collier qui était ultra sensible, le moindre choc était censé le faire péter, la meuf elle se fait balancer sur tous les murs et le collier n'a rien. Alors après peut-être que c'est Amanda qui lui a menti, parce qu'en fait on connaît cette info par rapport à Amanda, peut-être que c'est simplement Amanda qui lui a menti, mais bon
on parle ici d'explosifs, donc je peux quand même le concevoir que c'est un minimum sensible. Par rapport à ce dernier point, je l'ai mis, on va dire, en partie neutre, mais ça penche quand même un peu plus dans la partie négative, parce que bah, pour moi, ça me paraît un petit peu fort de café quand même, cette histoire. Et enfin, le dernier point positif, c'est la première révélation qui a été très réussie selon moi. C'est là où, bien évidemment, les deux histoires se mélangent, où on comprend tout ce qui se passe à côté, on sait qui est tel personnage, tout le jeu qu'on avait a une nouvelle dimension, et j'ai trouvé ça admirablement orchestré de la part de Leif Wannell. Par contre, la deuxième révélation, parce que oui, dans ce film il y a deux révélations, ben j'ai trouvé que c'était pas du tout bien amené. Enfin si, c'est bien amené, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est surtout que ça atténue l'impact du premier. Bien sûr qu'elle est ultra impactante, ça n'enlève en rien en réalité à la première révélation, sauf que à force de te mettre plusieurs révélations, bah il y a un moment donné, forcément la première révélation, la surprise que tu avais avec la première révélation, bah tu l'as beaucoup moins si on t'enchaîne de révélations. C'est un peu comme avec la musique, si on te met une musique unique par événement, bah du coup ça va être beaucoup plus marquant que si on réutilise souvent le truc. C'est souvent ce que font les blockbusters d'ailleurs, où ils ont, on va dire, des sortes de thèmes si tu veux, mais à l'époque c'était quand même ultra bien fait, notamment par exemple à la soundtrack. Chaque jeu a sa propre musique. Imagine que tous les jeux avaient exactement la même musique, bah forcément ça aurait été moins intéressant. C'est un peu la même chose avec les révélations, et malheureusement j'ai trouvé ça dommage qu'ils surenchérissent, c'est pour ça que je parlais de surenchérir, qu'ils surenchérissent avec une deuxième révélation. Je pense que c'était pas nécessaire. En fait pour moi ils sont clairement dans l'excès avec cette deuxième révélation. Bonjour, vous voulez jouer à un jeu? Voici donc mon avis sur ce film. Conclusion, j'ai beaucoup aimé. Le gros point fort du film, on va pas se mentir, c'est clairement les effets spéciaux. On est clairement à un niveau au-dessus. Là, il y a un souci du détail qui est tellement poussé que ça rend vraiment le truc ultra réaliste. C'était giga intéressant, giga jouissif également. Ceux qui adorent le torture porn, là, vous êtes complètement dedans. L'histoire est passionnante, on ne s'ennuie jamais. Malgré le fait qu'il y ait 2 heures de film, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et c'est également super intéressant. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la surenchère, le fait d'ajouter des éléments. C'est rythmé, hein, bien évidemment que c'est rythmé, mais le fait qu'il y ait autant d'éléments, bah, ça rallonge le film un peu inutilement, ça le complexifie également inutilement, et surtout le deuxième twist final atténue énormément l'impact du premier, ce qui est pour moi ultra dommage quand on découvre la première révélation. Par contre, niveau technique, c'est exactement pareil que dans le 2 et même dans le premier. La musique, le sound design, le montage, bref, tout ça, ce sont des gros points positifs, et j'ai même envie de dire, ce sont des points positifs qui se répercutent dans chaque film, en tout cas pour l'instant. En revanche, ça peut quand même paraître un peu illogique, le fait que Jigsaw condamne une enfant comme ça à cause de son père. Est-ce qu'il ferait réellement ça? J'émets des doutes. On pourrait dire que c'est vrai, dans le deuxième opus, il y avait Daniel qui était également puni, entre guillemets, à cause des erreurs de son père. Sauf que là, d'une part, on parle d'un adolescent, on parle pas d'une enfant. Et d'autre part, c'est que bah, Daniel avait également un impact réellement, c'est-à-dire qu'il commençait un petit peu à prendre un mauvais tournant, alors que là, on parle d'une enfant innocente, hein, donc ça me paraît un petit peu bizarre. D'ailleurs, c'est le dernier point négatif, et c'est pour moi un peu le gros point négatif du film. Les jeux servent à un seul joueur. Normalement, dans les 2 premiers films, tu as une morale. Chaque jeu sont pour un personnage en particulier, et ce personnage-là peut décider lui-même, sur base donc de sa propre volonté, à survivre ou non. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, puisque ça dépend uniquement de Jeff, donc un personnage qui est externe. Et je trouve qu'en fait, on s'éloigne énormément du principe même qui est Saw de base, en fait. C'est pourquoi je mets à ce film la note de 16/20. Ça reste quand même un très bon film, je me suis pas ennuyé du tout. C'était très intéressant, c'était également très impressionnant. C'est là où on commence vraiment à rentrer dans le côté spectaculaire de la chose. Mais le fait qu'on surenchérisse à ce point, quitte à perdre un petit peu de vue le principe même des premiers sauts, j'avoue que j'ai pas trop apprécié ça. J'ai trouvé que c'était inutile également, ça complexifie le truc, mais un peu pour rien. J'ai trouvé qu'il voulait en faire de trop, et c'est pour ça que je le pénalise à ce point. Voilà, c'était mon avis sur ce 3e opus. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.